Bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir pour moi d'être en simultané sur Clubhouse et en même temps sur Zoom, dans un nouveau format qui a été imaginé et co-créé par la FCP avec son président Philippe Boulanger ainsi qu'Éric Blot, qui est créateur du speakerbureau.com. D'ailleurs, on va lui adresser un petit coucou en particulier aujourd'hui puisque c'est son anniversaire. Alors, ce qui va être important là dans ce message qu'on transmet, c'est que Philippe et Eric sont tous les deux animés par une volonté commune de mettre en visibilité un vivier de 1500 conférenciers et de maîtres de cérémonie. Et là, on observe que depuis plusieurs semaines, depuis le lancement, vous commencez à être de plus en plus nombreux, à être présents et fidèles à ces émissions. Et bien sûr, nous vous remercions chaleureusement. Alors, comment nous allons procéder aujourd'hui? Dans un premier temps, je sais que vous êtes tous et toutes très impatients de découvrir François Michalon, qui est l'invité du jour. Donc, je vais démarrer avec une interview de François. Et puis, en plus, dans un second temps, je vous laisserai justement poser des questions. Donc, celles qui arriveront en direct par Zoom, je les prendrai au fil de l'eau. Et puis, Philippe, qui viendra en appui avec toute la coordination technique pour nous aider à refaire le relais avec nos auditeurs de Clubhouse. Donc, mon invité du jour, c'est un homme qui a un parcours très riche. Il se présente comme un conseiller de décideurs, il accompagne les dirigeants, les sportifs de haut niveau. C'est un pionnier en conseil et en accompagnement à la réussite. D'ailleurs, il a mis en lumière aussi des personnalités à travers l'édition de leurs livres. C'est un conférencier professionnel et surtout, par rapport à notre sujet du jour, c'est l'auteur du livre Burnout, le vrai du faux, qu'il a coécrit avec deux docteurs, le docteur Ali Afji, qui est médecin du sport et urgentiste au centre hospitalier de Paris 2, et le docteur Alain Delabosse, qui est médecin nutritionniste, le père de la chrononutrition. Donc, pour tous ceux qui font attention à leur ligne, ce dernier nom, forcément, évoquera quelque chose pour vous. Alors, François, bienvenue à cette soirée. Merci, bonjour à tous. Bonjour Léo, merci. Donc, nous allons évoquer ensemble un sujet qui est brûlant, un sujet qui peut être souvent teinté de honte, qui peut être un synonyme de maladie pour certains, une forme d'aveu d'impuissance pour d'autres, dans un monde où faire de plus en plus sur des rythmes effrénés et surtout sans prendre soin de soi, c'est presque devenu une règle de fonctionnement. Donc, c'est vrai que ce burn-out a encore, malheureusement pour nous, encore des secrets à nous livrer, des mécanismes, des origines et des ressorts. Et l'échange du jour, justement, visera à démystifier ce burn-out pour trouver des clés afin de le prévenir et de rebondir sur cette thématique. Donc, quand on parle du burn-out, d'une manière générale, on entend des termes. Alors, il y a le burn-out que tout le monde connaît. Il y a aussi des mots comme la charge mentale, l'épuisement. Est-ce que ce sont des synonymes du burn-out ou des appellations politiquement correctes pour en parler? Est-ce que tu peux nous donner ta définition du burn-out? La question est bonne. Alors, effectivement, le burn-out, c'est un mot qui est à la fois galvaudé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a donné le titre de notre livre Burn-out, le vrai du faux, parce qu'on écoute très souvent tout et n'importe quoi sur le burn-out. Certains vont vous dire j'ai 5 ou 10 rendez-vous dans la journée, ça y est, je suis en burn-out. Non, c'est pas ça le burn-out. Et puis, le burn-out est un mot aussi qui fait peur. Peur pour certaines entreprises, peur pour d'autres personnes. Et on a également, depuis quelque temps, entendu et lu l'arrivée du mot charge mentale. Charge mentale, on sait que vous, mesdames, par exemple, vous êtes championne du France, d'Europe, du monde, je ne sais pas, de la charge mentale, et pour cause, puisque vous avez énormément de responsabilités, de choses sur votre assiette, puisque vous avez la famille, vous avez les enfants, vous avez le foyer, vous avez votre carrière, et que par rapport à nous les hommes, on a un peu moins de choses. Donc, la charge mentale, elle existe, elle est bien là. Et puis, vous avez aussi l'épuisement. Là, je dirais comme bien souvent, vous pouvez être épuisé parce que la journée était intense ou parce que vous avez fait des choses épuisantes. Donc, ce sont des degrés un peu différents. Donc, il y a l'épuisement, charge mentale, et puis ensuite, on peut arriver, mais ce n'est pas une obligation non plus, on peut arriver sur le burn-out. Et là, le burn-out, c'est quand même beaucoup plus compliqué puisque le burn-out, c'est qu'il n'y a plus rien. Un matin, vous vous réveillez, je dis bien vous vous réveillez, mais il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Vous ouvrez les yeux, mais il n'y a plus la force, il n'y a plus la motivation pour y aller parce qu'il n'y a plus de jus. Et là, c'est quand même, c'est un peu gênant parce que vous êtes dans un no man's land, il n'y a rien. Donc le but, c'est effectivement d'éviter d'arriver à cela parce qu'on peut
éviter, et on va en parler, et que si jamais vous êtes dans cet état-là, eh bien, on peut également en sortir, puisque moi, je sors, j'ai des clients que je sors régulièrement du burn-out et qui ensuite repartent pour une nouvelle vie. Ouais, c'est sûr que quand tu nous le présentes de cette façon-là, ben, on peut se poser aussi la question de savoir, finalement, ce burn-out continue à faire des ravages, alors soit sous forme d'épuisement, soit sous forme de charge mentale. Est-ce que tu aurais des chiffres justement, parce qu'on sort quand même d'une période qui a été très marquante, hein, Bien sûr. 365 jours plus et quelques, Ah oui, après oui. ces confinements, déconfinements, reconfinements. Donc, est-ce que tu aurais des chiffres justement pour illustrer un peu sa part de Oui, marché? oui. Alors des chiffres, oui, il y en a plein. Je dirais qu'en un an, ça a été dramatique puisque le confinement, on a fêté, entre guillemets, un an de Covid, si je puis dire. Mmh. J'emploie toujours avec un peu d'humour et c'est également le concept de mes deux co-auteurs parce que même pour parler d'un sujet qui est, on va dire, qui est sensible, qui est grave, eh bien, on a un certain état d'esprit où on emploie à la fois l'humour et ça permet de dédramatiser tout ça. Donc, pour répondre à la question, oui, les chiffres, il y a 30% des Français qui qualifient leur morale en ce moment de très mauvais. Ce chiffre a doublé en un an. Donc, si déjà on a ça, c'est un signe. Tout ce qui est anxiété, dépression, idées suicidaires, c'est une catastrophe. Moi, j'ai des sociétés qui m'appellent parce qu'ils ne savent pas comment. Ils découvrent cela. C'est-à-dire il est nécessaire de faire de la prévention au suicide parce que les répercussions psychologiques, les restrictions sanitaires, c'est catastrophique. Et c'est pour ça, je pense qu'en ce moment, ils sont en pleine réflexion de dire est-ce qu'on confine complètement, pas complètement, parce que les uns et les autres sont complètement confinés dans la tête, même si on est libre, mais on est confiné dans la tête. Et le souci, il est là. Donc ça veut dire que victime d'anxiété, on est à près de 40%, troubles du sommeil qui ont augmenté, mais d'une manière exponentielle, c'est état dépressif. On constate également que 70% des personnes pensent qu'il n'y aura jamais de retour en arrière, un retour à la normale, ce qu'on appelle. Il est évident puisque tout change. Et que lorsqu'il y a des changements comme ça, l'être humain n'aime pas ces changements. Surtout que nous sommes dans une période qui est complètement incertaine. Et de cela, on n'aime pas. Donc, tous les points de repère ont disparu en l'espace d'un an. Vous voyez bien que tout ce qui est point de repère, travail, économie, finance, les liens sociaux, bah, il n'y en a plus. On peut plus, enfin, on peut plus se prendre dans les bras, on peut plus se faire la bise, etc. C'est compliqué. Et tout ça, c'est nécessaire à garder un lien social. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui ne vont plus du tout. C'est-à-dire qu'ils ont des risques psychologiques importants. Et puis ensuite, eh bien, on va sur un peu plus loin avec des chefs d'entreprise qui, eux, ont des responsabilités. Et quand vous voyez qu'il y a des commerces qui sont fermés, des restaurants qui sont fermés depuis ce temps, ça crée d'autres problèmes, c'est-à-dire des problèmes économiques, des problèmes avec le personnel, des problèmes de dire on s'est engagé, c'est notre bébé, on a créé cela et d'un seul coup, pouf, ça s'écroule. C'est une vie qui s'écroule en peu de temps. Donc, on peut comprendre parfaitement que ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées. D'ailleurs, les psys sont débordés de demandes de rendez-vous. Donc, la santé psychologique des chefs d'entreprise s'est aussi détériorée. Donc, ce n'est pas évident. Alors, c'est pas évident. Alors, tu as parlé d'hygiène, enfin, tu as parlé de santé. Donc, on pourrait se dire, bah, en fait, c'est qu'une question d'hygiène de vie, c'est peut-être une manière de s'alimenter, c'est peut-être une question d'état d'esprit. Comment est-ce qu'on peut éviter justement finalement de s'acheminer vers ce burn-out? Oh, la question est intéressante. Il y a plusieurs manières. Je dirais, c'est d'essayer de sortir de ce marécage nauséabond, parce que sinon, vous allez rester enfermé dedans. Donc, on constate que les personnes qui se sortent le mieux, je parle de personnes qui sont en situation de burn-out, ce sont des personnes qui ont une cellule familiale, qui ont un entourage familial qui va les aider à repartir. On constate également que les personnes qui sont en situation, là on va dire de burn-out, sont en situation de déni. C'est-à-dire qu'on leur dit attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à chaque fois, elles vont réfuter non, non, tout va bien. Non, non, je vais y arriver. Non, ne t'inquiète pas. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité, parce que vous avez une partie de vous qui est l'ego, qui dit non, 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 je vais me débrouiller parce que en plus de ça, ce qu'il faut savoir,
c'est que le burn-out arrive à des personnes qui sont compétentes, qui sont qualifiées, qui sont, je dirais, qui sont bonnes dans leur domaine. Alors que certaines fois, il y en a qui disent « Ouais, mais j'ai honte d'avoir fait un burn-out. » Mais non, n'ayez pas honte, ça peut arriver, c'est une expérience tout simplement. Donc n'allez pas, je dirais, rajouter de la peine sur la peine. Et pour cela, c'est de prendre un terme que j'emploie très souvent, d'essayer de prendre le plus possible de hauteur. En prenant de la hauteur, vous arrivez à voir, je dirais, la situation sous un autre angle. Et c'est d'essayer de vous entourer de gens qui sont bienveillants, je dirais, puisque c'est un terme un peu à la mode. C'est d'essayer de ne pas vous identifier à la situation. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, c'est bien joli tout ça, mais ça passe par tout ça. Et plein d'autres conseils qu'on peut donner, qu'on peut mettre dans le livre. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup. Donc là, concrètement, pour l'éviter, ou en tout cas le prévenir, c'est quand même avoir une cellule familiale suffisamment, entre guillemets, solide, qui puisse être un appui, un relais, Oui. avoir une certaine forme de réalisme sur ce qu'on vit et comment les choses se passent, et puis réussir à prendre de la hauteur. Donc, comme je suis très curieuse, moi, je voudrais savoir, tu as plein de sujets qui existent sur le marché, mais qu'est-ce qui t'a poussé de façon très concrète à continuer à accompagner des personnes justement sur cette thématique? Pourquoi tu as privilégié ce sujet qui finalement, il y a quand même un synonyme de souffrance, de mal-être qui peut être personnel ou professionnel. Oui. Pourtant, quand tu en parles, il y a de la pétillance dans ton regard. Parce que je me dis que tout est possible et qu'on peut sortir d'un burn-out. Je suis un bon exemple, si je puis dire, parce qu'on ne parle d'expériences que quand on les a vécues. Donc, j'ai eu, entre guillemets, alors, soit on va dire la chance ou la malchance. J'ai eu la chance, mais à l'époque, le mot burn-out n'était pas connu. À l'âge fatidique, pour certains, ça va les amuser, de 33 ans, j'ai explosé en plein vol. Parce que, en plus d'être conseiller pour des dirigeants, je suis aussi un entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours été entrepreneur. Donc, quand vous entreprenez, quand vous créez des choses, eh bien, il y a toujours des hauts et des bas. Et à cette époque-là, j'étais en pleine ascension, en pleine montée, et les affaires étaient bonnes, tout se passait bien. J'avais du personnel, j'avais des bâtiments, du stock et tout et tout. Puis bref, quand ça marche bien, vous avez, et je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, vous avez des fois le banquier qui ne suit pas parce que la progression est tellement importante. Donc, j'ai explosé en plein vol. Donc, explosant en plein vol, ça a tout chamboulé mes plans de carrière parce que j'avais fixé des objectifs assez hauts. Et c'est pour ça que je peux dire qu'aujourd'hui, grâce à la famille, je m'en suis sorti, bien sorti, puisque le burn-out, c'est très loin derrière moi, sauf que ça m'a laissé quand même, je dirais, un petit bonus que j'ai toujours aujourd'hui avec moi, ce bonus, c'est-à-dire qu'à cause ou grâce à cela, eh bien, je suis diabétique. Donc, pour certains, on dire, mais comment, c'est pas facile à gérer. Je dirais qu'il m'a fallu du temps pour l'admettre. Donc, au plus rapidement vous admettez cela, c'est-à-dire que vous voyez la situation, au plus vous gagnez du temps. Il a fallu que j'admette un petit peu enfin, que ça m'a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, je dis que le fait d'être diabétique est une chance parce que ça m'a permis de me gérer, ça m'a permis de développer ma volonté, ça m'a permis de gérer la manière de manger, la manière d'être, de faire, etc. Et je vis très bien avec cela. Je n'ai aucun effet secondaire, j'ai rien, tout va bien. Donc, l'expérience était intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est que du burn-out, eh bien, j'ai récupéré ça parce que je me suis pris un choc émotionnel assez fort. Et puis, je suis reparti dans mes affaires avec un autre état d'esprit, bien sûr. Et de fur et à mesure, il y a à peu près une dizaine d'années, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais du conseil, et il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à recevoir des personnes qui étaient pas très, très bien. Et puis, de fil en aiguille, il y en a eu de plus en plus, et notamment des personnes en burn-out. C'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant parce que je connais. Un de mes co-auteurs, le docteur Alain Delabo, il le dit d'ailleurs très ouvertement, même dans le livre, je l'ai sorti de son burn-out et il est en pleine forme et il est heureux. Donc, le sujet d'actualité, et en plus de ça, avec le Covid, il y a une explosion de personnes, même sans parler de burn-out, il y a une explosion de personnes qui ne vont plus du tout, c'est-à-dire qui perdent un peu le sens de la réalité. Voilà. Oui, très intéressant. Donc, tu apportes, alors le mot expérience, expérimentation, c'est un mot clé pour toi. Donc, on viendra plus avant dans l'entretien, là, dans cet échange, sur ce que ça représente pour toi, cette notion d'expérimentation.
Alors, je sais que tu fais aussi, tu passes par l'histoire, hein, parce que tu es aussi conférencier professionnel, donc tu connais l'impact des histoires, des métaphores, parce que ça permet de mémoriser les messages. J'aimerais savoir si tu as une histoire justement à partager à nos internautes qui pourrait un peu définir l'approche qui est la tienne. Oui, c'est vrai que j'aime bien les histoires et que lorsque j'accompagne des clients, je donne très souvent des histoires parce que c'est beaucoup plus parlant. Là, l'histoire qui me vient, c'est l'histoire de. Je vous pose même une question. Savez-vous quel oiseau ose déranger un aigle? Eh bien, c'est le corbeau. Le corbeau ose aller déranger un aigle. Mais qu'est-ce qu'il fait, le corbeau? Il se pose sur son dos en plein vol. Il va lui mordre le cou pour le déranger, pour le nuire, pour le ralentir. Cependant, l'aigle ne répond pas. Et l'aigle continue, si je puis dire, son chemin, son envol. Pourquoi? Tout simplement parce que l'aigle ne combat pas le corbeau. L'aigle ne perd ni de temps, ni d'énergie sur cet oiseau qui n'en vaut pas la peine. La seule réaction de l'aigle, c'est de prendre encore plus de hauteur, car il est difficile pour le corbeau de respirer plus haut. Et par manque d'oxygène, eh bien, le corbeau, il lâche. Il finit par tomber. Morale de cette histoire. Déployez vos ailes. Allégez-vous. C'est un maître mot. Allégez-vous et prenez de la hauteur quand un corbeau est sur votre dos. Et il ne sera pas capable de vous suivre et tombera de lui-même et vous pourrez continuer votre envol. Ce qui veut dire que ne dépensez pas d'énergie avec les corbeaux si vous avez des corbeaux autour de vous, car vous valez bien mieux que cela. Agissez comme un aigle, libérez-vous, allez toujours plus haut et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus agréable et facile. Voilà l'histoire qui m'amuse bien souvent parce que ça correspond à une réalité. Oui, c'est cette prise de hauteur dont tu parlais tout à l'heure, enfin, ce réalisme, donc ça, la capacité à voir la situation telle qu'elle est, de ne pas être dans le déni, cette capacité à prendre de la hauteur. Donc on gardera à l'esprit la métaphore de l'aigle et du corbeau, hein, signée par François, et effectivement qui nous amène à être aussi peut-être plus conscient de ce qui nous arrive et de ce qu'on vit. Donc dans l'approche qui est la tienne, ce que tu évoques aussi, c'est que tu as un prisme qui est distinct, hein, puisque tu amènes à cette prise de hauteur, à cette capacité à être dans une forme de réalisme aussi. Et ton approche est finalement complémentaire à l'approche médicale, thérapeutique ou celle d'un coach. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients de façon concrète? Je les accompagne bien. Je te remercie de me poser la question. Donc, tout va bien. Je les accompagne. Effectivement, j'ai la chance d'être recommandé alors, par certains consultants qui me disent je ne sais pas m'occuper de cette personne parce que burn-out, je ne connais pas et j'ai essayé beaucoup de choses. Donc, on me les recommande. Et puis, j'ai effectivement des médecins qui me disent on ne peut rien pour cette personne-là parce qu'il y a un mécanisme intérieur à débloquer pour l'aider. Alors, lorsque j'ai une personne qui me contacte pour l'aider, il est évident que la première des choses, c'est que je dis allez consulter votre médecin pour faire une analyse, parce que ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, pas bien, il peut y avoir multiples raisons de ça. Donc, première des choses, c'est un bilan à faire avec votre médecin. Après, moi, j'ai des clients qui sont suivis par leur médecin, ils ont également un psy, et c'est très bien parce que le psy a une fonction, donc c'est nécessaire. Et puis, moi, j'interviens en troisième position ou quatrième position parce que je vais leur amener quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir chez toutes ces personnes-là, comme lorsque je m'occupe d'un athlète de haut niveau, même s'il a le meilleur médecin, meilleur coach, etc. Moi, j'arrive et, comme dirait un certain de mes sportifs, je suis la cerise sur le gâteau. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est de travailler en collaboration pour aider la personne à aller mieux, à retrouver, je dirais, la pleine capacité de ses moyens. Donc ça, c'est possible. Ce qui est intéressant dans ton partage, c'est que tu mets en avant la notion d'alliance. Hein. Finalement, plusieurs corps de métier peuvent participer à aider une personne qui est dans une situation soit de prévention, soit de burn-out. Ce qui veut dire aussi que chacun peut trouver une oreille attentive et des approches qui lui seront propres par rapport à sa personnalité, aussi par rapport à son vécu. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça me paraît normal.
une personne qui est suivie par un médecin, bien souvent, il va dire moi, ce qui m'a aidé, je ne sais pas, ça peut être la sophrose, ça peut être d'aller me promener dans la forêt, ça peut être ci, il y a plusieurs vérités. Moi, j'amène une vérité qui est le fruit de mon expérience avec une méthodologie assez innovante que j'applique depuis 20 ans avec succès. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, sachant que, et je le dis bien, je ne suis ni médecin, ni psy, ni thérapeute, ni coach, je ne suis pas tout ça. Il y a d'excellents professionnels dans ces domaines que je ne suis pas. Moi, je suis conseil pour des personnes, pour des dirigeants, parce que bien souvent, les décideurs, ils ont une charge qui est importante parce qu'on leur demande beaucoup. C'est comme un sportif de haut niveau, il a une pression pas possible. Mais maintenant, aujourd'hui, dans la réalité actuelle, tout le monde a une pression importante. Tout le monde. Donc, cette pression-là, tu vas la faire disparaître avec l'expression, hein, qui va permettre, grâce à la parole, qui va être libératrice. Mais en fait, forcément, tu te doutes bien que nous sommes un peu curieux d'aller creuser sur cette méthode, parce que quand je t'ai posé la question, François, est-ce que tu peux m'expliquer ta méthode, ton process, ta démarche? La réponse que François m'a donnée, alors je vous demande de vous asseoir et de bien écouter, ça a été ma méthode. Pour la définir, voici les termes. Il y a de l'andragogie, de l'écologie, de l'empirisme, du biomimétisme et un 5e ingrédient secret. Alors, autant vous dire qu'après ça, j'étais là. Donc, concrètement, François, bon courage. Comment on fait? Ce que j'ai retenu quand même en faisant des recherches et en lisant les retours de des témoignages en fait, que font tes clients de toi, il y a quand même 2 leviers principaux qui apparaissent, c'est l'expérimentation et la notion de confiance. Mais cette méthode-là, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je peux vous en dire que du bien. En fait, c'est pas à moi de vous en dire du bien. Je pourrais vous faire écouter des témoignages ou lire des témoignages de personnes que j'ai sortis de leur, on va dire, de leur marécage, de leurs conditions, etc., en l'espace de 40 jours, puisque c'est la durée de mon programme, du premier programme. En fait, tout est simple. Et je vais reprendre un terme que j'aime beaucoup, qui a été dit par, d'ailleurs, je crois qu'il est sur mon site, c'est le docteur Alain Delabo, quand je me suis occupé de lui au début. Il dit, ce qui est formidable avec François, c'est qu'on ne fait rien et tout se fait. Et là-dedans, c'est tout à fait ça, parce que c'est très intéressant. Je vais vous demander, en fait, de ne rien faire et des choses vont se passer en vous. C'est un petit peu la même chose lorsque vous avez un ordinateur. Vous avez un ordinateur, vous avez un moment où il a été puissant et puis dans ce coup, il rame. Eh bien, vous allez mettre un programme antivirus qui va commencer à tout nettoyer et puis qui va vous indiquer qu'il y a des dossiers qui sont lourds, qui sont là depuis ce temps que vous aviez oublié. Et qu'est-ce qu'on fait? On les vire pas? Eh bien, moi, c'est un petit peu ça. J'arrive, j'ai un programme et ça va permettre à tout à chacun de se libérer de la charge, parce qu'on parle bien de charge mentale. Une charge, c'est un poids. Hein. Ce n'est pas simplement un terme à la mode, c'est une charge, c'est un poids. Donc, en retirant le poids mental, en retirant le poids émotionnel et quelquefois même un poids physique, eh bien, vous allez retrouver la pleine capacité de vos moyens et vous allez retrouver une énergie de vie. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est en situation de burn-out, c'est une personne qui a perdu tout ça. C'est-à-dire que le terme, je n'ai rien inventé, on s'est brûlé de l'intérieur. Mais pourquoi on s'est brûlé? C'est à force d'en faire trop, c'est à force d'aller à l'extérieur. La définition, si je peux donner ma définition du burn-out? Oui, absolument. Alors, merci. La définition, enfin ma définition du burn-out, c'est un excès de moi au détriment du soi, un excès de l'avoir au détriment de l'être. C'est aussi ça, enfin aussi ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Maintenant, ça n'engage que moi. C'est-à-dire que à force d'aller courir à l'extérieur de partout, parce qu'on est bon, parce qu'on est compétent, parce qu'on est reconnu, on s'oublie soi-même. Et si on s'oublie soi-même, à un moment, on perd les pédales et on explose en plein vol. Oui, finalement, c'est une manière de ne pas s'occuper de soi et c'est peut-être un indicateur fort. Alors, peut-être qu'on a besoin d'avoir comme cette espèce de grand coup de foudre qui nous paralyse à un moment donné pour se dire, est-ce que tu es vraiment sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ce qui te correspond? Mais le commentaire est très juste, Léo, parce que si vous regardez, peut-être que vous avez connu des personnes, peut-être que vous avez vécu un burn-out. Qu'est-ce qui se passe après? Après, vous changez de vie, vous changez d'état d'esprit et vous allez privilégier, vous allez donner du sens à votre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent non, mais j'ai été, je sais pas, cadre dirigeant, j'ai eu une très très belle carrière, mais j'en veux plus.
je veux aller vers quelque chose qui ait du sens. Vous avez même aujourd'hui les jeunes qui sont en état, mais ils sont dans un état catastrophique. Et quand j'entends dire certains, on est une génération sacrifiée, il ne faut pas aller jusque-là. Mais vous constatez qu'il y a des jeunes qui sortent d'écoles brillantes, qui auraient un avenir tout tracé, et qui ont dit non, non, stop, j'ai réfléchi, je veux aller apprendre la plomberie, apprendre boulanger, apprendre à élever des chèvres, etc. Parce qu'on veut donner du sens à votre vie. Et ça, c'est important, donner du sens. Donc, est-ce que le burn-out, pour certains, ça vous fait taper dans le mur pour prendre un choc, nous réveiller, on dit, oh là là, attends, on est allé trop loin, et on va faire autrement. Possible. 3 points de suspension, chacun y verra les éléments de réponse qui oui. Oui, parce que c'est important. Moi, encore une fois, souvent, c'est ce que je dis. Je vous donne ma vérité, mon expérience qui fonctionne bien, que j'ai testé, retesté, etc. Mais maintenant, il y a certainement d'autres vérités, heureusement d'ailleurs. Alors, François, pour conclure cette première partie-là de notre émission, je voudrais que tu puisses partager avec nos auditeurs quelques clés. Quelque chose qu'ils puissent retenir, quelque chose avec quoi ils puissent repartir là, de cet échange. Mais oui, pour mettre à leur trousseau, pour se rappeler de ta vision. Alors, je vais vous donner effectivement, les clés, c'est toujours amusant. Je vais vous donner un trousseau. Un trousseau, et avant de vous donner le trousseau, allez, le trousseau, il a un nom. Je lui ai donné un nom, c'est comme ça. C'est un trousseau qui s'appelle joie. Voilà, c'est un trousseau dans lequel il y a 4 clés et l'ensemble s'appelle un trousseau joie. Pourquoi joie? Eh bien, la première lettre, c'est un J. Et je vais vous poser la question, et la réponse, elle est personnelle. Quel est votre niveau de jeu? Quand je dis de jeu, est-ce que vous jouez suffisamment dans la vie? Je vous pose la question, mais j'ai bien souvent la réponse, parce que quand je m'adresse avec des personnes, des dirigeants, ils me disent, mais jouer à quoi, jouer pourquoi, etc. Attends, je suis quelqu'un de sérieux, je n'ai pas besoin de jouer. Or, je peux vous confirmer que si vous ne jouez pas dans la vie, ça va être compliqué. Donc, première question qui vous amène à cette clé, quel est votre niveau de joie sur une échelle de 0 à 10? Quel est votre niveau de joie dans la vie? Amusez-vous à noter, ça, la réponse, elle est personnelle. Donc ça, c'est ma première clé, c'est jouer. Jouer plus. Deuxième, c'est le O. Est-ce que dans la vie, vous osez suffisamment? Toujours pareil, hein, échelle de 0 à 10. Mettez le curseur. Quel est votre niveau de oser? Si vous avez un niveau d'oser qui est faible, ça va être un peu compliqué parce que dans la vie, il est nécessaire d'oser. Alors attention, oser, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'accord? Très important. Donc ça, c'est la deuxième clé, oser. Troisième clé, le I. Le I, il est royal, majestueux. Le I, je lui donne 2 appellations en fonction, on va dire en fonction des circonstances. Première, c'est imagination. Quelle est votre capacité d'imagination? Quel est votre niveau d'imagination? C'est pareil, hein, vous prenez 0 à 10, vous mettez le curseur, la note, elle est personnelle. Imagination ou innovation. Surtout en ce moment. Vous voyez bien qu'en l'espace d'un an, aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose grâce à Philippe de la FCP et grâce à Eric, on fait quelque chose que l'on n'aurait pas pu faire il y a quelques mois en arrière. Donc, grâce à la situation et à cette aptitude à se renouveler, eh bien aujourd'hui, grâce à l'innovation, on peut se parler de cette manière et assister à cet événement. Donc ça, c'était la troisième lettre, pardon. 4e lettre, qui pour moi est indispensable et qui correspond à ce changement que l'on constate depuis un an, c'est quel est votre niveau d'entraide? Capital. Aujourd'hui, par exemple, on a une entraide entre la FCP, entre Eric Bloch, entre tout le monde, entre Léo qui est là. C'est une entraide. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs intelligences au profit d'autres parce qu'on s'est entraidé. Et ça s'est fait naturellement. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, et la société va aller dans ce sens-là, on a perdu, pas encore, mais on a quitté un peu le mode de la compétition pour aller plus sur l'entraide. Simplement, je pense que ça va demander encore un peu de temps et je vais vous dire pourquoi. Donc, je termine. Ça, c'est mon trousseau qui s'appelle joie. Joie. D'accord, joie. Jouer,
oser, innover ou imaginer, et entraide. Et je termine ça en pensant, j'ai une pensée avec l'ex-PDG de Danone, qui est Emmanuel Faber, qui a tenté de mettre en place un statut d'entreprise à mission qu'il avait fait et qui réussissait à peu près bien, parce qu'il y avait une autre conscience, parce que conscience est un mot très important qu'on parle très souvent avec le docteur Ali Afjdi, qui lui est très présent sur les plateaux médias, la conscience. Et donc, ce PDG a voulu mettre des choses en place au sein de Danone, donc pour aller vers autre chose, cette conscience, cette entraide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez une partie des actionnaires qui ont dit non, nous, on s'en fout de ça. On veut rentabilité. Et j'ai l'impression, mais c'est un avis personnel, que ça fait partie de l'ancien monde. Si on ne change pas et qu'on ne change pas sa conscience et qu'on ne change pas, je dirais, l'entraide et autres, ça va être compliqué et ça va faire des dégâts. C'est en train de faire des dégâts et ça va continuer à faire des dégâts. Donc voilà, ça c'était ma minute philosophie. Si la minute philosophie qui vient clore cette première partie d'entretien, d'interview, où il y a une parfaite résonance avec le trousseau que tu nous as offert avec les clés de la joie, d'oser, de l'imagination, de l'innovation et de l'entraide. Et en même temps, c'est de se dire que ce burn-out, soit c'est le portail que je ramasse qui est là pour me permettre de prendre conscience de certaines choses, ça nous amène d'être dans de la présence, dans un niveau d'écoute et d'attention à ce qu'on vit et ce qui se passe aussi au niveau de notre écosystème, sans pour autant se laisser embarquer par tout ce qui nous arrive comme une grande vague qui nous déstabilise. Ouais. Donc, merci François pour l'ensemble des points que tu as partagés. Ce que nous allons aller maintenant, je vais laisser la main à nos auditeurs qui, je pense, ont écouté avec beaucoup d'attention les points que tu as partagés et qui ont certainement des questions à ce stade. Alors, je vais me rapprocher de Philippe pour voir s'il y a des questions du côté de Clubhouse avant que je puisse récupérer les questions du côté de Zoom. Alors je m'adresse maintenant aux personnes qui sont sur Clubhouse. Si vous voulez contribuer, poser une question sur le sujet du burn-out, eh bien, écoutez, je vous propose de lever la main pour que je vous fasse monter sur le stage. En attendant que les personnes se proposent de monter, moi j'ai une question précise. Il y a manifestement un rapport entre burn-out et dépression. Est-ce que c'est une forme de dépression? Est-ce que c'est une source de dépression? Quelle est la relation entre burn-out et dépression, François? Bon, Philippe, on ne t'entend plus. J'ai pas compris c'était haché. Oui, ce que disait Philippe, c'était quelle était la relation entre et la dépression. En tout cas, non, il n'y a pas de relation, puisque dépression et burn-out, c'est complètement différent. Burn-out, c'est plus un excès de charge, de travail, de pensée, contrairement à la dépression qui est beaucoup plus chronique. Vous pouvez très bien être... Moi, je vois, j'ai des clients qui sont très, très bien, et puis à un moment donné dans leur vie, il y a une fêlure. Il y a une cassure, il y a un problème émotionnel, il y a un problème, je dirais, peut-être familial, personnel, et qui fait que ça commence à fissurer l'édifice, qu'on va éventuellement se réfugier un peu plus dans le travail, parce qu'on est compétent, et puis qu'un jour, on passe par la fenêtre au travail, et on va dire, il a fait un burn-out professionnel. Simplement, bien souvent, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le burn-out n'est pas reconnu comme étant une maladie professionnelle, bien souvent, il est intéressant de regarder un peu plus en avant ce qui s'est passé chez l'individu. Alors, vous avez aussi des burn-out chez des mamans. Il y a des mamans qui sont en burn-out parce qu'il y a, on disait tout à l'heure, une charge de travail qui est importante, des responsabilités, surtout en ce moment, et quand on se retrouve des fois à la maison avec les enfants, avec ci, avec ça. Donc, c'est complètement différent de la dépression. Et ce n'est pas du tout la même chose. Or, la dépression est reconnue comme étant une maladie qui n'est pas reconnue le burn-out professionnel. Le burn-out. Donc, c'est différent. Et c'est pour ça qu'on peut éviter le burn-out. Nous, c'est ce qu'on dit avec mes deux co-auteurs et amis médecins. C'est pour ça qu'on fait des interventions dans les cliniques, même dans les hôpitaux, où on s'est vu conseiller des médecins qui sont en situation de burn-out. On s'est vu conseiller des infirmiers pour leur expliquer comment faire. C'est important. Je dirais, ne vous laissez pas embarquer dans cette
dans ce courant négatif aujourd'hui d'anxiété. Quitter le monde de l'inquiétude. Et Dieu sait que les médias vont tout faire pour nous mettre, enfin les médias, la société, les médias, pour nous mettre dans l'inquiétude. Quitter cette rive de l'inquiétude pour aller sur la rive de la quiétude. Parce que c'est possible. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes bords. Vous ne serez pas nourri de la même manière. Alors on me dirait c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais là on a que quelques instants pour vous parler. Mais c'est une piste importante, c'est-à-dire débrancher tout ce qui vous nourrit à l'inquiétude. Et si vous regardez bien, vous avez plein de médias, vous avez les réseaux sociaux, vous avez débranché l'inquiétude, aller vers la quiétude. Vous savez, je le dis et ça peut intéresser beaucoup. Pour moi, le burn-out, ce sont des personnes qui sont en guerre avec elles-mêmes, parce que c'est un terme qui est employé aujourd'hui par notre président. Ce sont des personnes qui sont en guerre avec elles-mêmes, avec les autres. Quand je dis en guerre, c'est tout simplement parce qu'il est nécessaire de retrouver une paix en soi. Si vous perdez la paix à l'intérieur de vous, eh bien automatiquement, vous serez en guerre. Donc, retrouver cette paix, et ce n'est pas pour rien quelque part que il y a un célèbre personnage, il y a plus de 2000 ans en arrière, qui nous dit que la paix soit avec vous. Ça correspond bien à quelque chose. On le retrouve également dans d'autres religions ou traditions. La paix, retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Si vous êtes en paix avec vous-même, il peut se passer plein de choses à l'extérieur, vous serez tranquille, vous serez dans l'inquiétude. C'est très important ça. Et ça, je passe ce message parce que je ne veux pas dire que c'est à la portée de tout le monde, mais débranchez tout ce qui vous pollue à l'extérieur et ça va déjà vous faire gagner du temps. D'accord. Merci François pour ce retour. Oui, merci François. Donc oui, en fait, la manière dont tu l'as dit tout à l'heure, à savoir on se réveillait un matin, on n'avait plus de jus du tout, ça m'a fait penser à la dépression telle que l'a été décrite des personnes qui ont été dépressives autour de moi. Et c'est pour ça, en fait, je me suis demandé si le burn-out n'était pas une source de dépression, en fait. À savoir, effectivement, ça peut être un déclencheur, si tu veux, en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est juste une question qui était basée sur mon expérience personnelle. Alors, on a sur scène, on a Gilles qui est un grand spécialiste de la qualité de vie au travail. Gilles, est-ce que tu aurais une question pour François? Avant une question, je voudrais le remercier, François, et puis lui dire que je suis d'autant plus en phase avec lui que tout ce qu'il a décrit, ou presque tout, je l'ai vécu. Je suis passé par le burn-out après 15-20 ans d'implication folle et entière dans mon travail, et avec justement cette incapacité à trouver le bon équilibre entre l'importance de mon boulot et puis l'importance de tout le reste, la vie familiale, la vie associative, etc., etc. Toutes les autres composantes de la vie avec lesquelles il faut trouver un équilibre. Et parce que je ne l'avais plus, je me suis effectivement, comme c'est le cas pour tous les gens qui tombent en burn-out, ou pour la grande majorité des gens qui tombent en burn-out, je me suis réfugié dans mon travail. Parce que là, ça allait bien. Là, j'avais un retour sur mon investissement, sur mon application. Là, je trouvais une reconnaissance que je ne retrouvais plus chez mes amis parce que je leur consacrais plus de temps à mes amis, que je ne retrouvais plus dans ma famille parce que je ne lui consacrais plus de temps à ma famille. Et pour avoir étudié un petit peu la question, je pense que François va le confirmer, il s'avère que la majorité des gens qui vivent le burn-out et qui passent par là, quand ils commencent à émettre des signes de burn-out et que leurs proches commencent à leur dire « fais gaffe à ta santé, fais gaffe à ton rythme, tu commences à déconner un peu », à ce moment-là, on ne l'accepte pas puisqu'on est justement en pleine bourre, en pleine implication, en pleine volonté de prouver quelque chose. Et c'est un peu, vous savez, le petit animal qui court et qui court de plus en plus vite dans une roue qui tourne sur elle-même. Et plus on va vite, plus ça tourne vite et mal. C'est ça. Puisque la majorité des gens qui vivent le burn-out ne peuvent pas l'accepter, ne peuvent pas s'en rendre compte d'eux-mêmes, je crois effectivement que c'est vachement bien d'avoir des clés comme celles que propose François. Oser, innover, imaginer l'entraide. Et là, la notion d'entraide, elle prend toute sa valeur. Mais en même temps, puisqu'on n'est pas capable, quand on est concerné, d'entendre les signaux que nous envoient nos proches, je me dis, et ça fait partie des préconisations que je partage dans mes conférences et mes formations sur la qualité de vie au travail, c'est que il faut qu'on soit, et j'aimerais avoir l'avis de François là-dessus, sensibilisé aux signes avant-coureurs du burn-out et que l'on puisse trouver un mode opératoire pour prévenir ceux qui nous semblent montrer des petits signes
Et comment faire pour qu'ils acceptent, parce que je suis bien placé pour le savoir, j'ai en tête mes collaborateurs et tristes qui venaient me dire que, attention, je commence à avoir des attitudes qui ne me ressemblaient pas d'habitude, et je ne les ai pas en... Oui, oui, absolument. Mais Gilles, je confirme, j'ai dit le mot tout à l'heure rapidement, situation de déni. C'est-à-dire qu'on a beau nous avertir, non, 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 tout va bien, on est en pleine forme, et puis de toute façon, les autres, ils sont comme moi, donc c'est bien. Et puis, on est porté par cette énergie c'est le feu intérieur. Hein. Il ne faut pas oublier que le burn-out, c'est le feu. Il ne faut pas oublier aussi, il faut savoir, c'est comme vous voulez, que le feu correspond avec l'élément, c'est la tête. D'accord? Tout est dans la tête. Donc, le feu correspond à l'élément à la tête, comme je disais, et il y a le mauvais côté du feu, parce qu'il y a le bon côté du feu, il y a le mauvais. Donc, on est emporté et tout ça, ça brûle. Alors, évidemment, c'est de la prévention. Nous, c'est ce que l'on fait avec mes collègues médecins. On a fait passer plein de messages. Maintenant, il y a deux possibilités. Dans les entreprises, souvent, on dit on arrive, on vient faire de la prévention. Non, non, ça ne nous intéresse pas parce que chacun doit se débrouiller, etc. Bon, donc c'est plus limité. C'est de parler avec l'entourage pour essayer que l'entourage puisse être plus sensibilisé et puisse accompagner et non pas rentrer dedans, c'est-à-dire en disant mais t'es plus que ça. Il y a une approche qui est particulière pour accompagner la personne et non pas forcément lui rendre. Et en accompagnant la personne, c'est pour essayer de la ramener millimètre par millimètre, mètre après mètre, pour essayer de la remettre dans un autre schéma. Mais si on rentre dedans, c'est pas possible parce que le feu brûle tout sur son passage. C'est ça. Il faut utiliser à la fois de l'humour, de la patience et puis de l'amour. C'est pour ça que la famille est très importante et qu'une personne, encore une fois, qui a une cellule familiale, le mot cellule est très important. S'il y a une bonne cellule familiale, la personne qui est fatiguée va pouvoir se reposer, n'aura pas de jugement, n'aura pas quoi que ce soit, et va se refaire une santé. Et petit à petit, son feu va redescendre, parce qu'à l'inverse du feu, il faut aller sur l'élément eau. Et l'élément eau, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, il faut retrouver cela. Parce que vous voyez qu'on peut aller loin dans tout ça, parce que ça correspond à la réalité. Si on parle avec des personnes qui ont fait un burn-out, c'est qu'il y avait aussi, à certains moments, un manque d'amour, mais pas un amour, je veux dire, de son conjoint ou autre. C'est un amour, c'est cette énergie de vie qui est à l'intérieur de chaque individu, qu'on peut qualifier d'amour. À un moment donné, ben, il y a un manque. Et quand c'est sec, parce que le feu, c'est sec, ça brûle tout, je vous rappelle. Donc, automatiquement, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'eau. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Mais simplement, j'ai une approche, effectivement, qui est différente, d'après ce que j'entends, de tout ce qui existe. Et c'est pour ça que d'expliquer la méthodologie, comme je disais à Léo tout à l'heure, c'est pas évident parce qu'il y a différents ingrédients qui fait que j'arrive à des résultats étonnants et partant du principe que chaque personne est différente. Bien sûr qu'une personne qui arrive à dire oh, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis en burn-out. Ok, très bien, ça c'est le résultat. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça qui est intéressant et qui fait qu'il y a vraiment un programme personnalisé qui permet de sortir la personne de sa situation. Alors François, tu as parlé du feu, de l'eau, donc de la nature. J'ai la question de Christian qui dit que, alors c'est sa question, hein, c'est donc bonjour, le meilleur moyen d'éviter le burn-out serait le contact avec la nature. Une promenade donc en pleine nature ou au pire peut-être l'observation d'arbres sur des photos. Bon, sur ce dernier point, il a quand même un doute. Qu'est-ce que tu en penses, François? Je dirais que la première des choses, effectivement, si vous avez la capacité, la possibilité d'aller dans la nature, c'est bien. Alors la nature, c'est un jardin, tout simplement. Ce n'est pas forcément de vous retrouver en plein milieu de l'Amazonie. C'est de garder, je dirais, il est important, surtout en ce moment, alors ce que je veux vous dire est compliqué pour des citadins, c'est de garder un contact avec la terre. Si vous avez chez vous la chance, je ne sais pas, d'avoir un jardin, un potager, même des fois sur des terrasses, on a ça, gardez un contact avec la terre parce que c'est important. Maintenant, si vous n'avez pas ça, prenez le temps d'aller
une demi-heure, 1 heure par jour, d'aller marcher, d'aller dans la nature si vous pouvez, parce que vous serez en contact avec la nature qui va vous faire du bien. Pensez qu'on a la chance de vivre dans un univers qui, à saison, a une énergie différente. Chaque saison correspond à une nourriture différente. Si on respectait également cela, Philippe, si tu nous on va dire, ça entends, fait beaucoup de si avec le garçon. ça y est, ça Si revient. on se nourrissait avec des produits sains. Pardon? Oui, donc D'accord. Si on a se le réseau nourrissait qui avec est- des produits sains, beaucoup plus naturels et non pas des produits. Ça passe? Donc je disais, Alors, si on se nourrissait oui. avec beaucoup plus naturel, c'est-à-dire moins transformé, eh bien, le corps irait mieux aussi. Oui. Parce que c'est nécessaire. Donc oui, gardez le contact avec la nature, vivez au rythme des saisons, parce que c'est important, et ça va vous permettre de mieux vous équilibrer. C'est pour ça que dans le livre, j'ai demandé à Alain Delabo, qui est nutritionniste et comme on disait tout à l'heure, père de la chrononutrition, de donner son point de vue et sa méthodologie, parce que la nourriture est importante par rapport à votre état immunitaire, surtout en ce moment où on parle de virus, de Covid et autres. Quel est votre état immunitaire? Et votre état immunitaire, vous pouvez le préserver ou l'améliorer par rapport à ce que vous mangez et également par rapport à ce que vous pensez. Si vous êtes branché sur l'inquiétude, vous êtes sûr que vous affaiblissez votre terrain immunitaire et que vous allez beaucoup plus rapidement à l'épuisement et au burn-out. Voilà. Intéressant ce parallèle avec la nature là que tu mets en lumière. Finalement, il y a une notion d'être dans le respect de la nature avec ses cycles extérieurs qui ont un impact sur nous et également sur sa nature interne, Bien sûr. sur la manière dont on s'alimente, la manière dont peut-être on prend soin de soi. Donc il y a aussi cette notion de bien prendre soin de soi, même si le déni peut se présenter. C'est aussi la capacité à prendre cette hauteur, ce recul, pour mettre un mot sur des situations et de voir un peu quelle est l'interaction qu'elles peuvent avoir sur nous. Bien sûr. Mais je dirais, quand tu dis prendre soin de soi, pour beaucoup de personnes, ils vont dire, mais c'est normal que je prenne soin de ma voiture, de mon téléphone, de mon ordinateur, de ma maison, etc. Tout ça, c'est normal. Oui, mais et vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Ah, oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Oui, non, mais je sais pas, je vais me faire coiffer. Très bien, non, non, mais à l'intérieur de ce qui se passe, est-ce que vous prenez soin de vos formes de pensée? Est-ce que vous prenez soin de ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous? Parce que si vous laissez rentrer tout et n'importe quoi, bah, c'est un magasin, c'est un bric-à-brac en tout genre. Et ça ne peut pas générer de l'harmonie et de l'équilibre. Ce n'est pas possible. Justement, pour rebondir sur ça, alors j'ai 2 autres questions. J'en ai une sur Clubhouse. Est-ce que tu veux qu'on la prenne maintenant, Philippe? Ou Oui, on va la continue prendre. sur la question Non, qu'il y non, a on sur va Zoom? Qu'est-ce qui est le plus simple là, à ce stade? on va donner la main à D'accord, vas-y. Valérie. Donc Valérie, je t'en prie. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi, ça me fait vraiment réfléchir cette histoire de prévention de burn-out. Je pense pas avoir fait de burn-out, jamais. Par contre, je sais que très régulièrement, je pense que je suis au bord de l'épuisement professionnel. Alors, je sais pas si c'est épuisement, je sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est que en général, ça se manifeste, mon corps se manifeste, et pendant 1 ou 2 jours, je suis clouée au lit. Donc, j'imagine que, en général, je me dis, je suis fatiguée, je dois trop travailler, et, voilà. Et après, je vais mieux et puis je recommence jusqu'à la fois suivante. Et souvent aussi, je pense que, j'ai pas l'impression, je travaille pas énormément. Je suis avocate, mais je travaille pas 70 heures comme peut-être certains avocats. Après, je sais pas prendre soin de moi, je pense. Je sais pas avoir une sorte de, je sais pas, de quiétude intérieure ou je sais pas. Je sais que tout ce que je sais, c'est que ça fuse tout le temps, que j'en fais jamais assez, j'en fais toujours plus, et
et j'aimerais en faire toujours plus. Et je pense que j'ai une tendance à toujours vouloir performer, mais vis-à-vis de moi-même. C'est même pas parce qu'en plus, je suis installée, donc il n'y a personne qui me dit quoi faire, mais c'est vraiment vis-à-vis de moi-même. Et souvent, ce sont des proches qui me disent, mais repose-toi, qu'est-ce que tu prends comme temps pour toi, quels sont tes loisirs, etc. Et je me rends compte qu'en fait, il y a pas de place en fait, il y a pas de place pour moi parce que entre le boulot et mes enfants, il y a pas de place en fait. Donc voilà, c'est comment accepter de ralentir. Je sais pas si c'est ralentir, mais dès que je ralentis parce qu'en fait je m'épuise, je le vis mal. Je le vis mal et il faut que je reparte en fait. Il faut que je reparte parce que je culpabilise, parce que je trouve le temps trop long, parce que j'ai l'impression que je perds mon temps. Enfin, c'est toujours. Enfin, voilà, comme si c'était une course. Il faut que je performe. Ah oui. Je sais pas. Merci pour votre témoignage qui est très intéressant parce que c'est une réalité. Quand vous me dites votre profession, ça me fait penser que je viens de m'occuper d'une confrère ou d'une consoeur, pardon, qui est allée très loin et qui a tout perdu et qui maintenant a recommencé avec un autre état d'esprit et avec une autre efficacité d'ailleurs. Maintenant, soyez vigilants parce que vous êtes votre propre danger. Et que la première des choses, ce que je disais tout à l'heure, faites un bilan sanguin pour voir si tout se passe bien. Mais là, tel que vous décrivez, vous êtes une pile électrique, vous êtes un volcan. Donc, un jour ou l'autre, le volcan, il fait une éruption un peu plus forte et soyez vigilants, quoi, parce que vous jouez avec votre vie et vous jouez avec votre famille. Quand je dis jouer, ce n'est pas forcément dans le bon sens du terme. Et allons plus loin. Quelque part, vous êtes victime de vous-même. C'est un petit peu comme si vous avez, je ne sais pas, dans votre étude, vous avez du personnel, c'est le personnel qui a pris la direction de tout ça et que vous n'avez plus la main. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est, hormis le fait de me téléphoner pour régler rapidement le dossier, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça. Regardez vos priorités, regardez votre qualité de vie, recentrez-vous. Parce que c'est de l'agitation et c'est pas bénéfique. Je dirais, vous risquez de courir à votre perte. Il est évident qu'après, ça peut avoir d'autres conséquences. Donc, ce que vous racontez là est intéressant, merci, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans votre situation, mais ne vous laissez pas emporter. Reprenez la main. C'est ça que je veux dire. Ne vous laissez pas emporter. C'est un peu comme si vous étiez dans une voiture un peu folle, rapide, et vous n'avez plus le volant. Voilà. Donc, ça peut s'arranger. Hein. Je dirais, la bonne nouvelle, c'est ça. Si vous reprenez en main, etc., je ne suis pas là pour vous inquiéter, mais votre diagnostic est intéressant. Alors, ce qui est intéressant avec le retour de Valérie dans ce partage, c'est qu'elle a conscience des choses. Oui, Valérie voulait c'est qu'elle a conscience des choses. Oui, Valérie. Oui, j'ai conscience des choses parce que effectivement, mon entourage me le fait remarquer et que j'écoute aussi ce qu'on me dit et que ça se répète régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 mois, tous les 6 mois. Enfin, je réalise que j'ai des nouveaux objectifs et puis je les atteins. Et puis après, j'ai encore d'autres, et puis je m'épuise, et puis je fais un truc, et puis ça marche pas, et puis je veux encore plus, et puis je veux encore mieux, et puis c'est pas assez, et puis je m'en veux, et puis c'est. Je vois bien qu'il y a des cycles. Ah oui, mais... Donc ça fait 10 ans que ça dure, je commence à me connaître. Non, Valérie, vous êtes résistante, c'est sûr et certain. Mais faites attention parce que le burn-out arrive à des gens qui sont brillants, compétents, etc. Mais rappelez-vous la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une course du moi au détriment du soi. On veut toujours. Un jour, vous risquez de
je vais pas dire de vous écrouler, mais un jour, vous allez dire, oh là là, mais retrouver une quiétude à l'intérieur de vous. C'est pas le culte de la performance, etc. Parce que en plus de ça, je suis sûr que vous fatiguez tout le monde autour de vous. Mais en fait, je sais pas comment trouver cette quiétude, parce qu'en fait, cette quiétude, pour moi, j'ai l'impression que c'est mortel, en fait. C'est terrible. J'ai l'impression que je suis en train de mourir si je ralentis ou si. Enfin, c'est bizarre. Valérie, hein, dit Valérie, comme ça, mais, vous dites, Valérie, je vais vous proposer quelque chose. Vous dites ça. Alors, on va laisser la parole à Gilles un instant. Je propose à Valérie oui, Gilles. de profiter de la petite expérience que j'ai pour lui souhaiter, et je le dis vraiment à dessein, et je pèse bien mes mots, je lui souhaite un petit burn-out. Vraiment, mais je lui souhaite un bon petit burn-out. Parce que, en ce qui me concerne, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Je suis passé comme elle par un week-end de tous les 2-3 mois où je ne peux rien faire d'autre que de me reposer, et puis après c'est reparti pour un tour. Il aura fallu vraiment que cet événement me fasse comprendre que j'ai des limites, que finalement, pendant les 2 mois où je me suis arrêté, mon entreprise allait presque mieux que quand je la dirigeais, que mes collaboratrices et collaborateurs bossaient avec leur méthode, leur talent, et ils avaient de presque meilleurs résultats que quand j'étais là. Et puis derrière, pour mettre, comme François, intéressé à la question du burn-out, ça arrive majoritairement à des gens qui sont très engagés, qui sont bons dans leur boulot et qui disent, pour la grande majorité, une fois qu'ils s'en sont remis, ils disent que grâce à leur burn-out, ils ont pu redonner une bonne hiérarchie à leur priorité de vie, un équilibre dans leur rythme d'action, enfin bref, finalement, en le prenant dans le bon sens, il y a vachement de bonnes choses dans le burn-out. Je vous souhaite à tous et à toutes un petit bon burn-out. Je ne sais pas ce qu'on pense, François. Simplement, oui, je comprends tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, c'est grâce ou à cause. Après, c'est de dire un petit burn-out, je ne sais pas si on peut mettre une échelle par rapport à ça, mais simplement, Valérie, amusez-vous avec le trousseau que j'ai donné tout à l'heure, amusez-vous à regarder le curseur où vous le situez. Déjà, ça va être intéressant. Et puis, ce que je vous propose, parce que je le fais habituellement, vous pouvez me contacter, on prendra un moment pour discuter, je vous donnerai des pistes si ça peut vous aider avec grand plaisir, bien sûr. On ne va pas vous laisser comme ça. Alors, je rebondis sur ce que François disait, c'est-à-dire que François aussi, dans ces accompagnements-là, qui étaient très spécifiques pour la période, lui, il a fait le choix d'accompagner par téléphone. Donc, c'est finalement avec le son de sa voix qu'on arrive à faire ce travail en intériorité pour réussir à peut-être plus clarifier les choses, à plus se poser et à, finalement, dans l'obscurité, à retrouver cette espèce de lumière intérieure sur laquelle il vous guide dans sa démarche. Donc, je vais vous laisser prendre vos rendez-vous respectifs et j'ai une dernière question parce que nous savons aussi le temps qui est précieux pour nos éditeurs et aussi parce que nous avons plein de choses à intégrer, à digérer par rapport à ce que François a partagé. La dernière question qui est celle d'Anaé. Alors, sa question, c'est de savoir si on peut faire plusieurs burn-out ou si en fait on peut en faire qu'un seul. Et une fois qu'on en a fait, est-ce que grâce à ce burn-out, on peut finalement avoir un peu de vigilance et tenir le cap? Et moi, encore une fois, de ce que j'ai vu et entendu, en principe, on fait un burn-out et ça sert tellement de leçons qu'on n'en fait pas d'autres. Après, il y a une chose quand même qui est importante, c'est qu'il y a une partie convalescence, entre guillemets. C'est sûr et certain que si vous faites un burn-out et vous repartez exactement, mais ça, je ne l'ai jamais vu, mais vous repartez dans le même type de fonctionnement, évidemment, vous risquez de faire une rechute. Mais encore une fois, si vous faites un vrai burn-out, pas une imitation, si vous faites un vrai burn-out, croyez-moi que la claque, elle est tellement importante que vous n'avez plus envie de refaire. De toute façon, il y a un tel changement intérieur que vous ne pouvez plus le refaire. Donc, c'est sûr et certain. Mais néanmoins, il y a une période, c'est lorsque vous prenez un traitement, on va dire le traitement, il faut le prendre pendant tant de temps chez votre médecin, et puis après, vous êtes en convalescence. Et vous allez constater de vous-même que de toute façon, vous n'allez pas retrouver le même rythme. Enfin, tout sera différent. Si jamais vous faites un burn-out, c'est les constats. Simplement, ce qu'il faut, c'est être bien traité. Une fois que vous êtes bien traité,
vous allez retrouver une énergie, une nouvelle énergie, pas forcément celle que vous aviez connue auparavant, parce que l'énergie d'avant, elle était destructrice. C'était le mauvais côté de l'élément feu. Or là, vous allez retrouver à nouveau du feu, vous allez retrouver de l'enthousiasme. Rassurez-vous, vous ne serez pas transformé en légumes, hein, je le précise. Donc vous allez retrouver un enthousiasme, parce que l'enthousiasme est nécessaire, mais un enthousiasme différent, et non pas la course à l'échalote, au profit, à la compétitivité. Non, non, ça sera. Vous allez vivre autrement, vous allez vivre en quiétude et non plus en inquiétude. Merci beaucoup, François. Je pense que nous avons une dernière question de Svetlana sur Clubhouse. Oui, bonsoir. En fait, c'était plus pour réagir au propos de Valérie, parce que je me reconnais un peu dans cette mécanique que tu as décrite. Et donc, je vais te donner juste quelques conseils, parce que voilà, je suis vraiment passée par là et je suis sortie un peu de cette mécanique, parce que quelque part, tu as la réponse dans ce que tu formules, parce que tu dis, voilà, je cours derrière l'objectif, c'est bien, et après, quand je l'ai atteint, ben, j'en ai un autre. Et en fait, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi en fait tu prends du plaisir dans cette course à l'objectif? Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Et qu'est-ce que ça t'enseigne, voilà, ce comportement-là? Et moi, ça m'était arrivé, et les réponses que j'ai trouvées, c'était d'une part, une question de sens. C'est que je trouvais du sens dans le fait de courir derrière l'objectif et pas tant dans l'objectif en soi. Donc j'ai évolué là-dessus. Et la deuxième piste que j'ai trouvée, ça peut venir en fait de ce qu'on appelle des drivers. Donc ce sont des choses que on a hérité un peu de notre éducation. Et j'en avais un qui était fais un effort. Et faire un effort, c'est justement le plaisir dans le travail, mais un plaisir en fait qui à un moment donné devient destructeur, parce que on cherche toujours, voilà, à se surinvestir, à faire plus. Et quand on fait quelque chose simplement, ben, on n'arrive pas à s'y épanouir et prendre du plaisir, parce que comme c'est simple, on se dit oui, mais là, je ne suis pas en train de travailler. Donc voilà, c'était quelques pistes, Valérie. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je me suis beaucoup reconnue dans ton expérience. Merci beaucoup, Svetlana, parce que ça me parle beaucoup, en fait, ce que tu dis. Ça me parle beaucoup, surtout dans la notion d'effort, que peut-être, voilà, ça vient de notre éducation, enfin, nos drivers, on a toujours besoin de faire des efforts, et en fait, ça me parle beaucoup, parce que dans tout ce que je fais, je sais pas, c'est peut-être un conditionnement, enfin, je sais pas, ou une croyance que faut faire des efforts, et que bah, tout doit être, enfin, ça a un sens en fait de faire des efforts, et quand on a atteint effectivement un objectif, pourquoi je m'en recolle un autre? Parce que je prends plaisir à reproduire d'autres efforts pour atteindre un autre objectif, comme s'il fallait toujours que je me challenge moi-même, alors que j'ai rien à prouver à personne, mais c'est à moi-même en fait. Enfin, il faut toujours que je me prouve que je suis capable de faire plus, de me dépasser, de faire peut-être quelque chose que j'ai jamais fait, de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de mieux, enfin, pour corriger aussi peut-être ce que je n'ai pas réussi à faire, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'étais très, très timide. Je prenais pas la parole, enfin, je parlais pas, je parlais à personne, je parlais pas en classe. Finalement, je suis devenue avocate, j'ai voulu plaider. J'ai beaucoup été complexée aussi jeune par mon physique, parce que j'ai eu beaucoup d'acné. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de moqueries. Et par exemple, être présente sur les réseaux sociaux, c'était un challenge pour moi aussi d'afficher ma photo. J'ai fait de la vidéo, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, tout ça, c'était un challenge aussi personnel et professionnel. Enfin, comme si je devais me prouver aussi toujours quelque chose. Enfin, je sais pas. Merci Valérie pour ce complément de témoignage. Ça rejoint un des points que François a abordé, où il parlait de retrouver la paix en soi. Sinon, on est en guerre avec soi, et peut-être que cette manière de se refixer des défis en permanence, c'est aussi une manière de ne pas laisser la paix intérieure se développer. Donc, je rebondirai sur la proposition de François, qui était celle de prendre contact avec lui. Et puis, je sais que vous avez encore tous plein de questions à poser.
Alors, donc forcément, il y a les actualités de François, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller regarder ses webinaires, vous allez pouvoir aussi lire son livre. Et je sais que François est quelqu'un de très généreux. Et donc, on a un défi pour clôturer cette émission. Finalement, c'est le cadeau de François. Donc, François, je te laisse présenter ton cadeau, et puis je donnerai le challenge de fin aux auditeurs. Mon cadeau, oui, effectivement, avec grand plaisir, parce que on en a parlé et que dans ce livre. Alors, l'avantage, c'est que c'est un livre qui est très facile à lire, parce qu'on n'a pas voulu faire un livre technique avec mes deux co-auteurs. Le livre, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est Burnout, le vrai du faux. C'est le petit livre rouge, si je puis dire. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que je vais en offrir à 3 personnes. Parce que 3, c'est un bon chiffre. Je vous le dédicacerai. Maintenant, c'est quoi le challenge, Léo? Alors, le challenge, parce que ça veut dire que forcément, tu as communiqué sur ton intervention du jour sur LinkedIn. Donc, on va encourager les auditeurs du jour à aller laisser un commentaire sur ton profil. Voilà. Et celui qui ramènera le maximum de pépites en termes de contenu sera éligible à l'obtention de ton livre. Ok, avec grand plaisir. Et comme ça, 3 personnes recevront le livre dédicacé. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Et puis, si jamais vous avez besoin, parce que c'est vrai qu'on est limité par le temps, mais merci déjà pour tout ça, eh bien, sur LinkedIn, vous me passez en perso et puis je répondrai à vos messages demandes, privés. bien sûr. C'est parfait. Merci François pour le temps que tu nous as accordé, pour l'ensemble et la richesse des partages qu'il y a eu aujourd'hui. Merci également aux auditeurs pour les questions que vous avez posées. J'espère qu'elles permettront d'avoir un éclairage pour continuer à travailler sur cette question en mode prévention, idéalement. Et puis, je vous encourage à lire le livre de François et nous retrouver très bientôt pour les prochaines thématiques que nous allons traiter. Merci Philippe pour ton appui, ton soutien logistique. Et si tu as un mot pour la fin. Écoute, non, c'était mené de main de maître, Léo. Tu as fait ton travail de modération sur Zoom qui est apparu sur Clubhouse de manière intéressante. J'espère que tu vas bientôt nous rejoindre aussi sur Clubhouse de manière à ce que tu puisses aussi bien performer. Et pareil pour toi, François, le débat d'aujourd'hui était extrêmement intéressant. Donc, merci à vous deux pour la qualité de ce que vous avez fourni aux auditeurs aujourd'hui. C'est que nous avions un public de qualité aussi, c'est pour ça. Merci François, merci Philippe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et puis vous retrouver prochainement sur ces ondes avec de nouvelles thématiques à venir.